Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. En Syrie, la guerre menée par les Kurdes contre l'organisation État islamique a fait des milliers de morts, mais aussi de très nombreux prisonniers. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu assister au procès mené par des juges kurdes, selon les lois kurdes, de ces djihadistes dont certains se sont livrés aux pires atrocités contre les populations syriennes ou yazidis. Quel sort leur réserver? Comment rendre justice? Maïssa Awad, Mohamed Hassan et Roméo Langlois ont mené l'enquête. Voici leur reportage. Il a fallu beaucoup insister pour obtenir la permission de tourner ces images. Les Kurdes de Syrie n'ouvrent pas volontiers les portes de leur prison. Vous êtes d'accord pour être filmé? Pas de problème? La plupart de ces hommes seraient des djihadistes du groupe État islamique. Ils ont été condamnés par un tribunal spécial installé par l'administration kurde autonome, une justice parallèle, non reconnue par l'État syrien et la communauté internationale. Le tournage est strictement encadré, les images contrôlées. Les geôliers ne veulent pas dévoiler les plans de la prison. 1 minute, montre en main, pour filmer la cellule. On veut nous montrer que les captifs sont bien logés, bien surveillés aussi. Au mur, une caméra les scrute. Lui, il était avec Daesh. Nous arrachons le droit de poser une question. Les camarades nous traitent super bien depuis qu'on est arrivé ici. Ils ont bon cœur. Ils nous traitent de manière fraternelle et humaine. Et ils ont veillé à ce qu'on ne manque de rien. Médicaments, vêtements, à boire et à manger. L'homme semble réciter un texte, mais les ONG qui ont visité cette prison l'auraient jugée décente. C'est bon, vous avez eu ce que vous vouliez. N'insistez plus. Fin de la visite des cellules. On nous emmène vers un secteur moins sensible. J'ai pris 8 ans de prison pour appartenance à Daesh. Ils nous lavaient le cerveau, ils nous parlaient en permanence des vierges, du paradis. À l'époque, j'avais une barbe jusque-là et les cheveux très longs. Je travaillais pour une brigade chargée de fabriquer les explosifs. Je collectais des bouts de métal pour les apporter à la ville de Mayadine et avec ça, ils fabriquaient des bombes. Ma famille, c'est toute ma vie. Je te jure, j'ai fait ça uniquement pour l'argent. Demain, c'est le jour des visites. Ma femme, je suis fou d'elle. Avant, c'était nos épouses qui se faisaient belles pour nous. Maintenant, c'est nous qui nous faisons beaux pour recevoir leur visite. Demain, je serai sur mon 31. Demain, c'est la visite. Oui, c'est la visite. Et on est le 14 en plus. C'est la Saint-Valentin. Je lui ai préparé des cadeaux. Une boîte en forme de cœur. Les terroristes présumés sont jugés derrière ces murs. Aujourd'hui, c'est le tour d'un petit soldat de Daesh, âgé de 22 ans. Nous l'appellerons Juma. C'est un procès à huis clos. L'accusé comparaît seul, sans avocat, devant 3 juges qui, par sécurité, resteront anonymes. Au mur, le portrait d'Abdullah Öcalan, fondateur de la guérilla du PKK et héros des Kurdes de Syrie. Tu étais membre de Daesh? Oui, j'étais membre de Daesh. Vous étiez encerclé, donc tu as eu des remords. Tu n'avais plus le choix, alors tu t'es rendu aux forces démocratiques syriennes, c'est bien ça? Oui, mais je voulais me rendre avant ça. L'accusé déclare regretter ses actes.
On n'a pas vraiment eu la possibilité de former des avocats pour assurer la défense des accusés. C'est vrai qu'il s'agit d'une lacune importante de notre part, mais nos lois et notre constitution autonome reconnaissent le droit de la défense comme un droit sacré dans toute la région du nord de la Syrie. Et ce n'est qu'une question de temps pour qu'il y ait des avocats chargés de défendre les accusés au sein de ce tribunal. C'était qui votre instructeur? Abu Beida El Ansari. Il était d'où? Il était de Maaden. Pour Juma, c'est la fin d'une longue série d'interrogatoires. Dans une semaine, il connaîtra sa peine. Le djihadiste sera jugé selon une loi sommaire rédigée en 2014 par les autorités kurdes. La juge nous montre un nouveau projet de loi antiterroriste, plus dense et plus sévère, qui devrait bientôt entrer en vigueur. C'était pas facile d'émettre un jugement sur l'ancienne loi. Il n'y avait pas beaucoup d'articles. Avec la nouvelle loi, nous pourrons donner des peines plus adaptées. Les Kurdes de Syrie détiennent des dizaines de djihadistes français. C'est dans ces conditions qu'ils pourraient être jugés. Nous avons demandé à les voir, sans succès. D'après nos sources, la France a réclamé aux Kurdes de ne plus les montrer aux médias. Paris ne se presse pas pour les rapatrier. Le dossier est sensible. S'il y a une crainte que, soi-disant, on ne respecte pas les droits de l'homme et de la défense, alors il serait judicieux d'avoir des échanges officiels entre l'administration autonome et le gouvernement français. Ce sont des ressortissants français alors que le gouvernement français vient les récupérer. Nous, on vous les laisse volontiers et tout le monde sera soulagé. Pour nous, c'est plus un tracas qu'autre chose. Au fil de leur victoire contre les djihadistes, les Kurdes se sont taillés un fief au nord de la Syrie. Ils ont mis en place un système politique local, une administration et même des tribunaux. C'est ici, au tribunal civil de Kamishli, que sont appliquées les lois du Rojava, le Kurdistan syrien. Les habitants de toute la région s'y pressent avec l'espoir d'obtenir justice. Je suis ici car un homme de Kamishli m'a acheté des moutons et il ne m'a jamais payé. J'ai porté plainte en octobre et je suis encore sans nouvelles. De fait, à la cour d'appel, les juges croulent sous les dossiers. On a des affaires de trafic de drogue, des affaires immobilières, des histoires de dettes, des faux papiers, de permis de construire, de cannabis, des problèmes d'héritage. Vous voyez bien qu'on travaille. Et pour toutes ces affaires, nous disposons de preuves. Ici, on prête serment sur la Bible ou sur le Coran, au choix. La source de la loi est civile, pas religieuse. On juge de la même manière les musulmans, les chrétiens, les arabes et les kurdes. Mais difficile d'instaurer la justice au milieu de la guerre. Ce soir, un attentat à la voiture piégée a frappé Kamishli, capitale de facto du Kurdistan syrien. Pour l'instant, il y a 4 morts. Je les ai vus de mes propres yeux. Il y en aura peut-être d'autres. C'est tout ce que je peux vous dire. Arrêtez de tourner. La sécurité est en train de boucler la scène du crime. Les enquêteurs vont bientôt arriver. On va commencer à prélever les preuves. Pas de police scientifique ici. Les enquêteurs cherchent des indices à main nue, sans matériel, et photographient avec leur téléphone personnel une scène de crime difficile à boucler. Honnêtement, on manque d'experts. Il nous faut du matériel d'analyse, un laboratoire. Attention, faut pas piétiner des bouts de chair. Pas de médecin légiste non plus.
Ce sont des secouristes du Croissant Rouge qui collectent des restes humains équipés de simples sacs poubelles. Malgré ces faibles moyens, des agents de renseignement nous confieront le soir même avoir identifié un suspect. D'après eux, l'attentat n'est pas l'œuvre de Daesh, mais de rebelles syriens soutenus par la Turquie. La plupart des djihadistes emprisonnés sont des Arabes sunnites. Beaucoup de leurs proches vivent sous surveillance dans des camps de déplacés contrôlés par les Kurdes. Les prisonniers ont le droit de recevoir une visite tous les 15 jours. Ils sont condamnés pour des faits très graves et malgré ça, on leur donne ce droit. C'est important pour leur morale et pour celui de leur famille. Nous retrouvons Ahmed qui s'est mis sur son 31 pour la Saint-Valentin. Elle est où ma femme? C'est pas ma femme, elle. Déception. Son épouse n'a pas obtenu l'autorisation de sortir du camp de déplacés. C'est sa tante qui est venue aux nouvelles. D'accord, d'accord. Embrasse-la très fort, ok? Et surtout, lui dis pas à quel point ça m'a rendu triste, ok? Tu lui dis que c'est pas grave. Et elle m'a pas envoyé de l'argent? Non, elle n'en a pas. J'aurais tellement aimé lui remettre ce cadeau. Ahmed remballe son amertume. Plus que jamais, il rêve d'une remise de peine et joue les détenus modèles. Retour au tribunal antiterroriste où Djouma a le trac. Une semaine après la fin de son procès, le petit soldat de Daesh qui s'était rendu aux Kurdes vient entendre le verdict de la cour. Levez-vous, s'il vous plaît. Le tribunal de défense du peuple a décidé comme suit. Premièrement, l'accusé a été déclaré coupable d'avoir milité au sein du groupe terroriste État islamique. Deuxièmement, il est condamné à une peine de 6 ans de prison selon le paragraphe 5, article 1. Troisièmement, pour des circonstances atténuantes, la peine est rabaissée à 3 ans de prison. C'est trop, beaucoup trop. Je regrette tellement. Tu trouves ça long? Tu sais combien tu aurais pris si tu étais jugé par le régime syrien ou en Irak? Je me serais jamais rendu aux Syriens ou aux Irakiens. J'espère que vous allez me pardonner et diminuer ma peine. Le verdict a été rendu. Maintenant, tu vas être transféré à la prison centrale. Là-bas, tu suivras des cours, des formations, et alors tu peux nous envoyer une lettre pour demander notre clémence. La direction de la prison nous enverra un rapport et nous réétudierons ton cas. Dans ce tribunal, aucune procédure d'appel n'est prévue. Mais dans les régions arabes, des villages entiers ont pactisé avec Daesh, alors les Kurdes jouent la paix sociale. Les remises de peine sont fréquentes et souvent généreuses, sur la foi de rapports pénitentiaires comme celui-ci. Il était discipliné. Il a suivi avec assiduité le règlement de la prison et les divers ateliers. Il en a beaucoup profité et s'est débarrassé de ses idées racistes et destructrices. Grossis un peu ce trait. Les détenus occupent une partie de leur peine à peindre des plaques d'immatriculation pour le compte de l'administration autonome. En musique et cigarettes au bec, des plaisirs interdits sous Daesh. J'étais avec Daesh. Je faisais partie de la police islamique. Ceux qui se coupaient les cheveux, on les emprisonnait. Et ceux qui fumaient des cigarettes aussi. Je me suis battu contre les Kurdes. Je tenais des checkpoints. Je mérite ma peine. Difficile de jauger la sincérité de ces mots,
Mais Rezan veut croire que ces hommes peuvent changer. Il y a des terroristes de Daesh qui sont sortis de chez nous après avoir purgé leur peine et ont rejoint les institutions du Kurdistan syrien, les institutions civiles et militaires. Il y en a même qui se sont battus à nos côtés et sont tombés martyrs. Les Kurdes voient leur prison comme des camps de rééducation. Déradicaliser, ici, c'est remplacer une idéologie par une autre. Dans cet atelier, on explique le vivre ensemble à d'anciens fanatiques religieux. Cette maquette représente la philosophie du Kurdistan syrien. Elle incarne la coexistence des différentes religions et des différents peuples. On les traite comme des invités avec humanité. On sème l'espoir dans leur âme. Respecter les captifs, une consigne d'Abdullah Öcalan, le chef du PKK, lui-même emprisonné en Turquie. Derrière les barreaux, sa doctrine semble gagner de nouveaux adeptes. On ne savait rien sur Abdullah Öcalan avant de venir ici. Moi, je fais partie de ceux qui ont lu ces 5 manifestes. Il parle de la liberté. Lors de ce reportage, nous n'aurons pu visiter qu'une prison. Les Kurdes syriens se disent fiers de leur système judiciaire naissant. Mais ils savent leur projet politique menacé. La Turquie comme le gouvernement syrien convoitent leur territoire. Plus que jamais, ils réclament une reconnaissance internationale. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. C'est l'un des derniers mystères de l'ex-RDA, les adoptions forcées. Sous le régime communiste, des bébés auraient été volés à leurs parents juste après la naissance. Souvent pour des raisons politiques, parfois parce que les autorités estimaient que les mères étaient trop jeunes ou trop instables pour s'occuper de ces enfants qui étaient alors confiés à des familles fidèles au régime est-allemand. Un dossier longtemps tabou, au grand désespoir des parents qui se sont réunis au sein d'une association qui porte le nom des enfants volés de la RDA. Dans le land de Saxe, un reportage d'Anne Maillet. Catherine Unholz avait 17 ans lorsque sa fille est née dans cette clinique de Leipzig. C'était en 1986, 3 ans avant la chute du mur. Mais l'accouchement vire au drame, le bébé est mort-né selon les médecins. Seulement Catherine n'y a jamais cru. Elle est persuadée jusqu'à ce jour que son enfant lui a été volé pour être confié à une autre famille. C'est ici que les enfants ont été volés. Et ça fait mal d'imaginer que les parents adoptifs attendaient certainement devant l'hôpital qu'on leur donne cet enfant tout de suite après l'accouchement. Ce scénario, il se répétera avec son second enfant en 1989. Mais l'Allemagne est réunifiée, les années passent et Catherine enfouit au plus profond d'elle-même ce traumatisme. Ce n'est qu'en 2016 qu'elle commence à démarcher les institutions pour obtenir des informations. J'ai cherché dans les cimetières, mais je n'y ai trouvé aucune trace de mes enfants. J'ai aussi cherché dans les hôpitaux et dans les différentes archives de la ville. Le dossier qu'elle a constitué est troublant. D'un document à l'autre, la taille, le poids des enfants diffèrent. Certains documents semblent falsifiés. Catherine ne dispose pas de preuves irréfutables sur le vol supposé de ses bébés, mais elle découvre au fil de ses recherches que des centaines de parents sont dans la même situation. J'ai toujours pensé que j'étais la seule personne à avoir vécu cela. Et puis sur Internet, j'ai découvert que c'était arrivé à beaucoup d'autres parents. Toujours la même histoire. Avec eux au moins, je peux discuter de ce que j'ai vécu et de ce que l'on peut faire pour surmonter ça. Aider Catherine et ses autres parents à retrouver leurs enfants, c'est aujourd'hui la mission d'Andreas Lacke. En 1984, Andreas tente de fuir la RDA avec sa femme enceinte et se retrouve en prison. Leur fils, qui naîtra quelques mois plus tard, leur est enlevé à l'hôpital et adopté par une famille fidèle au régime. Après la chute du mur, Andreas retournera ciel et terre pour le retrouver.
Je n'avais aucune preuve de cette adoption, juste une photo prise par ma mère. Andreas retrouve son fils grâce à une émission de télévision. Il se décide alors à aider les autres parents dont les enfants ont été volés par le régime est-allemand. Son association compte aujourd'hui plus de 1500 membres. Ces gens sont obnubilés par l'absence de leur enfant. La plupart d'entre eux sont détruits et ne peuvent pas travailler. Certains sont déjà âgés. Ils veulent seulement savoir ce qui est advenu de leurs enfants, où ils ont grandi, où ils vivent aujourd'hui. Ils y pensent jour et nuit. Aujourd'hui encore, une simple chanson peut faire chavirer Andreas. Celle-ci a été composée pour les parents victimes d'adoption forcée. Leur combat pour la vérité n'en est qu'à ses débuts. Jusqu'à ce jour, les historiens ont à peine enquêté sur ce dossier tabou de la RDA. Christian Sachse est l'un des rares chercheurs à s'y consacrer. Pour lui, ces cas sont loin d'être isolés. Le taux d'adoption en RDA était en effet particulièrement élevé. J'ai épluché les dossiers d'adoption des années 80 et ce que l'on constate, c'est qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait environ 10 adoptions pour 100 000 personnes, alors qu'en Allemagne de l'Est, il y en avait 20 pour 100 000 habitants. Forcément, on se demande quel type de pression et d'intérêt se cachait derrière ces adoptions. Comme Andreas Lacke, de nombreuses victimes sont elles aussi convaincues qu'un système organisé se cachait derrière ces adoptions forcées et que d'anciens fidèles du régime toujours en poste dans les hôpitaux et les administrations entravent leurs recherches. Alors l'association a déposé une pétition au Parlement et a réussi à convaincre Petra Köpping, la secrétaire d'État à l'égalité et à l'intégration de la région, de s'engager à leur côté. Souvent, ces familles ne font plus confiance à l'État et c'est normal quand on sait ce qu'elles ont vécu. Aujourd'hui, il nous faudrait vraiment un organisme indépendant pour aider ces familles, pour rétablir la confiance et la vérité. Apporter des réponses à ces familles exigera un véritable travail de détective. Dans la foulée de la réunification allemande, de nombreuses archives ont en effet été déplacées ou ont disparu. Mais Catherine ne perd pas espoir, même si elle sait que le temps est compté. Nous y arriverons. C'était la promesse d'Angela Merkel il y a 3 ans, après l'accueil de plus d'1 million de demandeurs d'asile. Mais le travail est considérable et accapare de nombreuses administrations. 90% des déboutés du droit d'asile ou en instance d'expulsion font en effet usage de leurs droits et des possibilités de recours offertes par la justice allemande. 350 000 procédures sont donc actuellement en cours de traitement dans les tribunaux administratifs allemands. Au tribunal du quartier de Moabit à Berlin, les 2/3 des procédures en cours concernent des plaintes déposées par des migrants. Et malgré des renforts en personnel, le tribunal n'en voit pas la fin. Nous avons passé une journée avec les juges du tribunal administratif de Berlin. Anne Maillet. Il est 9h du matin au tribunal administratif de Berlin. Le début d'une longue journée pour David Hoyer. Ce jeune juge a été recruté dans l'urgence il y a 2 ans pour faire face à la crise migratoire. Mon quotidien au tribunal, c'est 100% de plaintes liées au droit d'asile. C'est devenu la norme ici. Mes parents s'inquiètent et m'appellent régulièrement pour savoir si on s'en sort, car ils lisent dans la presse que nous sommes débordés. Ce jour-là, David Hoyer va traiter 5 plaintes déposées par des déboutés du droit d'asile. Dans l'affaire 4K 1149 16A, nous vous prions de vous rendre à l'audience en salle 2202. C'est au tour de Youssef Kattab. Il y a 3 ans, il a déserté l'armée syrienne et a fui vers l'Allemagne. Sa femme et ses enfants sont toujours en Syrie. Les autorités allemandes ont drastiquement réduit le regroupement familial. Youssef a porté plainte.
Les autorités ont du mal à s'occuper de nous et les décisions se font attendre, car il y a beaucoup de réfugiés maintenant en Allemagne. J'espère que le tribunal prendra le temps de se pencher sur mon sort et celui de ma famille. Comme Youssef, de nombreux déboutés du droit d'asile saisissent les tribunaux administratifs. 350 000 procédures sont en cours de traitement en Allemagne. Nous sommes dans le secrétariat de la 4e chambre, celle dont fait partie le juge Heuer. Et là, ce sont les dossiers en cours de traitement. Le système est engorgé. 13 000 dossiers liés au droit d'asile sont en cours de traitement ici. Depuis 2016, le quotidien du tribunal est complètement bouleversé. Avec la crise migratoire, nous avons beaucoup plus de cas à traiter. Et nous avons besoin de plus de personnel à tous les niveaux. Et puis nous avons aussi des besoins matériels, des meubles, des classeurs, des chaises, des stylos, etc. Une douzaine de juges ont été recrutés, mais les salles d'audience continuent de déborder. Alors ce jour-là, le juge Markus Knorrs fait avec les moyens du bord. Nous n'avons pas de salle d'audience à disposition. Donc aujourd'hui, je me rabats sur une salle de médiation. Les capacités en salle d'audience sont limitées en ce moment. La charge de travail est telle qu'il faut désormais 2 ans en moyenne pour traiter un dossier, soit le double d'avant la crise. Notre charge de travail a clairement changé avec la crise migratoire, car ces dossiers demandent plus de temps. Nous devons procéder à des auditions avant de rendre notre jugement. Ce n'est en général pas le cas pour les autres affaires que nous avons à traiter ici. Entre-temps, Youssef est sorti de la salle d'audience, le sourire aux lèvres. J'ai un bon sentiment. Je pense que le juge va prendre une décision en ma faveur. Et avec l'aide de Dieu, ma famille sera bientôt là. David Heuer s'accorde toujours quelques jours de réflexion pour statuer sur ses plaintes, conscient de détenir le destin de ces demandeurs d'asile entre ses mains. Être confronté au sort de ces personnes rend notre travail extrêmement passionnant, car ce sont tous des gens qui traversent des crises existentielles. Mais avec l'expérience, il faut apprendre à garder une certaine distance. Sinon, cela nous poursuit même à la sortie du tribunal. Quelques jours après l'audience, le juge a rendu un avis favorable pour Youssef. Sa famille pourra bientôt le rejoindre en Allemagne. Un peu moins de la moitié des jugements rendus ici donnent raison aux plaignants. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24, une décennie après l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Notre focus ce soir est consacré à ces enfants que les Roumains surnomment les orphelins de l'Europe. Alors que 15% de la population roumaine a quitté le pays pour travailler en Europe occidentale, des villages entiers se sont vidés de leur population adulte. Restés derrière, entre 100 000 et 300 000 enfants élevés, le plus souvent par leurs grands-parents. Reportage signé Adeline Percept et Thomas Chantepie. Le village de Mitchesti, au centre de la Roumanie, semble figé dans le temps. De petites parcelles cultivées, des volailles en liberté au bord de chemins sans goudron, des maisonnettes agricoles avec la cuisine à l'extérieur. Après l'école, c'est le rituel. Gabitsou, 13 ans, joue pour sa grand-mère. Je suis très fière de lui. Pour le réveillon, il a très bien joué. Tout le monde a dansé, a cassé nos chaussures. C'est sa maman, Miraela, qui a acheté ce clavier. L'un des nombreux cadeaux offerts depuis son départ en Grande-Bretagne il y a 10 ans. Dans la cour, il y a aussi cette voiture flambant neuve, alors même qu'ici, personne ne sait conduire. Ma fille a acheté cette voiture pour son fils. Elle nous envoie de l'argent. Elle travaille tout le temps. Je suis très fier qu'elle soit partie. En Roumanie, Michaela n'aurait jamais pu faire ça. Gabitsou vit entre ici la petite maison des grands-parents et la grosse maison juste à côté, la villa que sa maman lui construit à coups de livres sterling.
Une bâtisse bien vide et des lits qui semblent ne jamais avoir été défaits. Gabitsu ne parle que très peu et répond la plupart du temps par oui ou par non. Quand on lui demande s'il trouve normal que sa maman ait dû partir travailler à l'étranger, son grand-père essaie de rompre le silence. Tu trouves ça normal? Comme Gabitsu, il y a dans le pays entre 100 000 et 300 000 enfants que l'on appelle ici les orphelins de l'Europe. Toute une génération a quitté la Roumanie pour travailler à l'ouest. Nous sommes à Pitești, à une quinzaine de kilomètres du village de Gabitsu. Dans cette ville de province, Dumitra Sima a monté l'antenne Save the Children. À 71 ans, elle est l'une des assistantes sociales les plus connues du pays. Tu as déjà beaucoup écrit. Il te reste encore des devoirs? Ici, on accueille les petits orphelins de l'Europe à la sortie de l'école. Tous ces enfants vivent avec leurs grands-parents ou avec l'un des deux parents restés seuls, comme Isabella, la maman de Alessia et Iris, dont le mari travaille en Angleterre depuis 4 ans. Pour nous, c'est devenu normal, même si je préférais que mon père soit là. C'est difficile, pas du point de vue financier, mais plutôt émotionnel. On perd les bons moments. Certains parents, comme le mari d'Isabella, reviennent souvent. D'autres rentrent peu ou pas du tout, comme la maman d'Irina. Je pense que ma mère aurait aussi bien pu gagner sa vie ici en Roumanie. Ce n'était pas nécessaire d'aller ailleurs. Pour les autorités et les associations, le travail est compliqué. Beaucoup de parents ne déclarent pas leur départ. On essaye de leur faire comprendre qu'ils doivent annoncer qu'ils partent, afin que leur enfant soit pris en charge par quelqu'un. Si aucun des deux parents ne reste avec l'enfant, que celui-ci est au moins un tuteur, une personne responsable de lui en l'absence de ses parents. Dans la région, de nombreux bâtiments officiels, comme cette mairie de village, arborent ce type d'affiches, incitant les parents à signifier qu'ils s'en vont. La maman d'Irina n'a jamais déclaré son départ et la jeune fille ignore où elle est. Elle vit depuis l'âge de 3 ans dans cette maison sans chauffage chez sa grand-mère, avec qui elle partage la même chambre. J'aime ma petite fille, c'est pour ça que je l'ai gardée. Sinon, je l'aurais mise à l'assistance publique. Je ne comprends pas pourquoi on fait des enfants, si c'est pour les abandonner. Ce soir-là, nous retrouvons Isabella et ses filles. Dans la petite ferme familiale, c'est jour de fête. Yonuts, leur père, est de retour pour quelques jours avant de repartir en Grande-Bretagne. Ici, on a une expression qui dit « vous qui entrez en Roumanie, abandonnez tout espoir quand vous franchissez notre frontière ». En fait, dans notre pays, il n'y a plus d'espoir. En Roumanie, Yonuts gagnerait 800 € par mois grand maximum. En Grande-Bretagne, il en gagne 3200, mais ses filles ne sont pas d'accord avec ce sacrifice. Je lui dis rien, mais mon père sait très bien ce que je pense de son absence. Parfois, tout ça, ça me fait pleurer. Je sais que ce n'est pas une attitude très virile. Mais tout ça, c'est très dur. Pour Yonuts, si les campagnes se vident, c'est que quelque chose a mal tourné depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Nos agriculteurs désertent nos campagnes. Et pendant ce temps, on importe du maïs de Hongrie. On achète du pain fabriqué en Allemagne. On n'a pas d'autre choix que de partir, d'accepter ces conditions, cet état de fait. Les filles disent vouloir rester en Roumanie si elles obtiennent plus tard de bonnes conditions de travail. Gabitsu, lui, rêve de rejoindre sa maman en Grande-Bretagne et d'y faire ses études. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. En Haïti, 50 000 enfants grandissent dans l'un des 700 centres d'accueil pour mineurs. 80% d'entre eux possèdent encore un parent proche. Ces 30 dernières années, rien qu'en France, 7 000 enfants haïtiens ont été adoptés par des familles. Parmi eux, certains ont été victimes de trafiquants qui ont falsifié leurs dossiers pour pouvoir les proposer à l'adoption. Aujourd'hui, ces enfants adoptés sont en quête d'informations sur les traces de leurs parents d'origine.
Judy est l'un d'entre eux, envoyé à l'hôpital de Port-au-Prince pour soigner une infection à l'âge de 8 ans. Judy n'a jamais revu sa famille. Il y a quelques semaines, il a entamé le voyage de tous les espoirs. Équipé de tests ADN, Judy s'est rendu dans des villages à la rencontre de parents qui cherchent leurs enfants, parfois adoptés il y a des décennies. Un programme unique qui pourrait nourrir de nombreux espoirs pour tous ceux sans nouvelles de leurs proches. Reportage de Manon Heurtel et Sophie Pricogny. Il est comme un étranger sur ses propres terres. Pourtant, c'est ici qu'il est né, en Haïti. L'un de ses derniers souvenirs du pays, c'est devant les portes de cet hôpital de Port-au-Prince. Judy avait 8 ans. C'est spécial pour moi d'être ici, parce que c'est l'endroit où j'ai vu mes parents pour la dernière fois de ma vie. Mais après ça, j'ai été envoyé dans un orphelinat. Sans nouvelles de ses proches, le jeune garçon est alors adopté par une famille aux Pays-Bas. C'était il y a 34 ans. Ici, je regarde toujours les gens avec une attention particulière, au cas où je les reconnais dans la rue. Et bien sûr, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle je mène maintenant ce projet de recherche ADN. Je pense que ça va me donner à moi et à d'autres plus de chances de les trouver. Judy a fait de cette quête personnelle une mission pour aider toute la communauté haïtienne. Il répertorie l'ADN de parents dont les enfants ont disparu. Car il en est persuadé, il n'aurait pas été abandonné mais volé, son dossier d'adoption falsifié. En Haïti, il n'est pas un cas unique. Vous allez bien les enfants? Vous allez bien? Oui! Vous allez bien? Oui! Erline est responsable d'un des rares orphelinats qui ne pratiquent pas l'adoption. Ici vivent 130 enfants sauvés de justesse d'un trafic organisé. Nous avons l'un de nos enfants à l'orphelinat, c'est Bernard. Donc Bernard est à l'orphelinat depuis qu'il était encore bébé. Donc il a été abandonné. La plupart du temps, les parents sont dupés. Face à la misère, ils pensent placer leur enfant pour quelque temps dans une institution. Ceux-ci sont en fait vendus à l'adoption. En Haïti, il y a des gens qui font du business avec ces enfants-là. Donc ils approchent les mamans de la communauté et ils leur disent que si elles abandonnent leurs enfants, elles vont recevoir de l'argent et peut-être après, ils vont revoir ces enfants. Et ce n'est pas le cas. Par la suite, tous les noms, les âges et les dates sont modifiés par les trafiquants. Le dossier est rendu légal, les enfants peuvent alors être adoptés en Europe. Le fléau est tel qu'il faut sensibiliser les populations. Vos enfants sont importants pour l'avenir de la société. Ne laissez pas des gens faire du business avec. Nous pouvons vous aider en scolarisant gratuitement vos enfants. Pour Judy, l'heure est venue d'entamer le voyage de tous les espoirs. Pour ses premiers tests, il se rend au sud de l'île d'où il pense être originaire. Une mémoire ravivée par ses paysages. Je me souviens de ma vie quotidienne avec mes parents, mes 3 sœurs et mon petit frère. C'est un peu comme rentrer à la maison. Le paysage me semble familier. Toutes ces montagnes, ce paysage verdoyant et ces petites maisons perchées. Cet endroit, il ne s'y rend pas par hasard. Dans ce village, la vallée Jacmel, 50 enfants ont été enlevés à leur famille dans les années 80. Aidé par des élus locaux, Judy recueille l'ADN d'une dizaine de parents en quête de leur enfant. Ça va faire mal? Non, non. Comment avez-vous perdu votre enfant? Une organisation est venue accompagnée de Sœur Albert pour me rencontrer, moi et mon mari. Elle nous a dit de lui donner notre enfant et qu'à ses 18 ans, il nous serait rendu. L'identité génétique des parents sera par la suite répertoriée dans un registre en Europe, puis comparée à ceux d'enfants qui recherchent leurs origines. Et peut-être au bout du parcours,
Des retrouvailles. Peut-être que je la connais. Sa fille vit en Hollande, donc je l'ai peut-être déjà vue. Ce jour-là, Judy repart un peu dépité. Il ne pense pas avoir reconnu ses parents dans l'assemblée et la mobilisation n'est pas à la hauteur de ce qu'il imaginait. Aujourd'hui, nous avons enregistré 10 personnes. Dans ce village, je n'ai pas trop d'espoir parce que je ne pense pas être d'ici. Mais chaque nouvel enregistrement est un petit pas, donc c'est positif. Et il y en aura de plus en plus. Dans quelques mois, Judy obtiendra les résultats. S'ils s'avèrent négatifs, il reprendra sa quête dans d'autres villages, déterminé à retrouver une vie volée. En France, flâner sur les routes d'Auvergne, c'est aussi s'offrir une balade hors du temps dans l'une des régions les plus préservées de l'Hexagone. Territoire volcanique, la région regorge de richesses naturelles, dont la gentiane que l'on ne trouve presque plus ailleurs. L'Auvergne est aussi un territoire d'eau qui regorge de lacs, de rivières et d'étendues artificielles. Des espaces chéris par les Auvergnats, mais qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. Reportage. C'est une région encore brute et sauvage, marquée par son origine volcanique. Balade au cœur de l'Auvergne. À bord du Gentiane Express, le paysage défile et laisse apercevoir une terre préservée. Des édifices au milieu de nulle part, avec un paysage sauvage, avec beaucoup d'oiseaux, on a vu des chevreuils, on a plus des moutons et des vaches. Vestige de la ligne Paris-Méditerranée, le viaduc de Barajol est construit au début du XXe siècle par les gens du pays. Il s'élève à 57 mètres au-dessus de la vallée de la Rue. Les hivers, surtout à l'époque, étaient très rudes, donc il y avait beaucoup de périodes d'inactivité quand même. Donc c'était extrêmement difficile de pouvoir organiser tous les chantiers. Et il y a eu des périodes d'interruption. La preuve, c'est qu'il a mis 4 ans pour être construit, ce viaduc. L'Auvergne, c'est aussi le grenier à gentiane de l'Europe. Cette plante, aux fleurs jaunes en été et aux racines amères, mais bienfaisantes. Le Massif central est une région peu boisée et dont l'altitude et l'ensoleillement permet à la plante de s'épanouir. Il reste aujourd'hui quelques gentianaires qui peuvent arracher jusqu'à 200 kilos par jour avec leur fourche, dite du diable. Ça se mérite, oui. Oui, parce que la fourche pèse 15 kilos déjà. La plante est à la base de plusieurs apéritifs. Une vieille tradition. Voilà. Et on se doit de reboucher le trou. Dans les temps anciens, il y avait une habitude au niveau des fermes de réaliser eux-mêmes leur boisson en faisant macérer des racines de gentiane fraîches ou sèches dans un liquide qui était souvent du vin rouge ou du vin blanc. Dans ces paysages, l'eau est partout présente. Un paradis pour les pêcheurs. La pêche, de toute façon, dans un coin comme ça, c'est un prétexte à découvrir la nature. Hop là, et là on a une belle truite fario. Alors on voit qu'elle a des couleurs un peu glacées sur le dessus là. Ça c'est dû à la crue. Allez, file. Voilà. Quant à lien d'adoption, Guillaume est guide de pêche. Au-dessus de nous, on a 15 km de rivière, il n'y a rien. Il y a juste de la rivière, des truites, des animaux et un pêcheur de temps en temps. On peut voir un cerf traverser à tout moment. Il ne nous calcule pas, quoi. Il ne nous calcule pas. Déjà, la rivière masque l'odeur et masque le bruit qu'on peut faire. L'eau, un trésor auvergnat qui sert aussi à alimenter la région en électricité. Direction le lac de Bord-les-Orgues. Ce barrage peut alimenter une ville de 100 000 habitants. C'est le plus grand de la région. Derrière cette muraille de béton, 480 millions de mètres cubes d'eau. Avec ses 22 km de long, vue du ciel,
La beauté de ce lac artificiel est à la hauteur de sa démesure. C'est le terrain de jeu idéal pour Stan et Noé. Allez, votre petite planche. Pour la reprise, on va y aller tranquille. Ce matin, justement, la reprise n'est pas facile. Okay. Allez, prends bien ton temps. Stan est un passionné. Lui et son frère s'entraînent ici tous les week-ends. Il n'y a pas de vagues. Et quand il y a du vent, l'eau, c'est un vrai miroir, c'est magnifique. On rêve un peu des fois. C'est beau quand même. Il y a des montagnes partout autour. C'est isolé. Ce lac, aujourd'hui synonyme de loisir, n'a pas toujours fait l'unanimité. Avec la mise en eau du barrage en 1951, la vallée est engloutie. 10 villages disparaissent. Une centaine de familles doivent tout abandonner. Un déracinement que Michel a vécu. Je regarde ailleurs, mais je vais toujours là-bas. C'est derrière les sapins que nous voyons là, qu'il y a le village. Pour que cette histoire ne soit pas oubliée, Michel a créé des albums photographiques. Son oncle et sa tante sont les derniers à avoir abandonné leur maison. L'eau est rentrée par la porte, elle lui a noyé son feu. Ils sont montés dans cette chambre et l'eau les a sortis de la chambre et ils avaient une route ici qui les emmenait au village de la Bonnerie. De cette époque, il ne reste que la chapelle des Manants et le château de Val. L'édifice, construit au XVe siècle, propriété de la commune, attire aujourd'hui de nombreux visiteurs. Séduits par une région sauvage, où il fait bon se laisser porter, doucement, au rythme de la nature. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.